Oui, toi, quand il est venu le temps de penser à une idée, on s'est dit, ça serait-tu le fun de faire des tops, des jeux qu'on préfère pour un auteur donné? Un auteur en particulier, on s'est dit, il y en a plein. Ah oui! Il y en a plein qu'on aime. Souvent, on va consommer un jeu en priorité par son auteur. Ben Là, oui! On se dit, c'est quoi le prochain jeu de telle personne, telle personne? Donc, aujourd'hui, On commence notre série des tops sur les auteurs avec un top 10 sur Rainer Knizia. ça, j'adore ça, cette introduction-là, parce que ça nous oblige à en faire d'autres. Oui, Ben, on a déjà, j'essaie de passer à tous les top 10 possibles, puis je réalise qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, on commence ce top avec un jeu qui est sorti cette année, si je me trompe pas, ou l'année dernière. Oui, parce qu'en fait, encore, le motadine de Knizia, il arrête pas. Il lâche pas, et c'est Millefiore. Millefiori! Comment ça, vous le dites comme ça, messieurs? On sait pas si c'est de même qu'il faut le dire. Mais c'est On parce que trouve ça beau quand même. c'est parce que c'est de même que c'est sur BGG. Fait que je me dis, si le titre, même dans la fiche anglaise, c'est Millefiori, puis qu'ils l'ont pas traduit par A Thousand Furies, ça doit être Millefiori. J'ai vraiment aimé Millefiori. Puis ça m'a pris du temps à faire comme, c'est un Knizia! Puis pour vrai, c'est ça qui est étonnant, c'est que souvent tu vas jouer à un jeu, puis ça roule bien, puis c'est efficace, puis on va réaliser que c'est un Rainer Knizia, il est partout le maudine. Puis le jeu ici, c'est que c'est un jeu de pistes et de mini-games. Donc tu as des cartes en main, c'est comme une espèce de ville, j'imagine que ça doit être Venise ou Florence. Ou Fiori. Et t'es dans cette ville-là et tu dois jouer des cartes dans les diverses factions de la ville. Fait qu'il y a les marchands, il y a les bateaux, il y a les nobles. Puis chaque carte va te permettre de placer un marqueur de contrôle dans cette région-là. Puis ce qui est cool, c'est que c'est plein de mini-games. Fait que tu vas aller chercher des points de plein de façons différentes. Ça va interagir avec les autres marqueurs de contrôle des autres joueurs de plein de façons différentes. Fait que tu vas commencer à prévoir des voyages marchands où tu vas commencer à mettre des cargaisons en bateau. Fait que quand tu vois qu'il y a un ami qui en a beaucoup, tu vas peut-être vouloir embarquer dans son voyage lui aussi. Les nobles, ils sont comme exponentiels. Fait que là, il faut comme mener, si quelqu'un se lance dans les nobles, il va falloir que tu l'arrêtes, que tu joues une carte aussi là-bas. Jeu de combo, de salade de points comme ça, c'est quand même un élément signature de son genre de jeu. Ouais. Beaucoup d'interactions aussi autour de la table, fait que... Puis les petites pièces sont quand même sexy. Le jeu en soi, il est Mais vraiment sexy beau. numéro 10, là. Excitez-vous pas, numéro 3, 4. Ben c'est Vous ça. allez commencer à trouver ça sexy pas mal. 9e position, un des jeux qu'on a énormément joué chez Tu-Game. Fait que ça te met un peu la barre haute sur tout ce qui s'en vient plus tard dans notre top. Si t'aimes ça, like puis abonne-toi. En 9e place, il s'agit de Blue Lagoon. Blue Lagoon, un super beau petit jeu abstrait qui va jouer sur un plateau où est-ce qu'à notre tour, on va pouvoir venir placer soit un bateau dans les lagons. Dans les lagons bleus. Ça porte le nom de ça. Soit dans les lagons, soit tu peux te déplacer sur les îles autour, éventuellement populer ces îles-là. Donc, petit jeu abstrait où est-ce qu'on va venir bloquer les adversaires, un jeu de majorité, de placement. C'est pas des ouvriers, c'est vraiment placement de jetons. Très cool, c'est quasiment un jeu qui aurait pu être sans thématique. Ouais, puis c'est un jeu en 2 temps. Fait que le premier temps, tu fais ton promenage avec tes bateaux. Puis le deuxième, tu vas placer du matériel pour scorer encore plus de points. Vraiment fort intéressant. Un jeu qui joue rapidement. Un jeu qui est encore une fois très beau sur une table, qui s'apprend excessivement rapidement. Et encore, salade de points à la Knizia. En 8e place, un classique. Si vous ne l'avez pas chez vous, vous l'avez peut-être dans votre téléphone cellulaire sans le savoir, c'est Lost Cities. Ah ouais, ça tu vois, c'est probablement parmi mon top 10 des jeux que j'ai le plus joué de tous les temps. À cause de la fucking application cellulaire. Toutes les fois qu'on est allé en Europe, moi dans l'avion, je jouais à ça, ou dans l'autobus en se rendant. C'est, pas l'autobus du Québec en France, ça c'est très très long ça, cet autobus-là. Dans la série, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des expéditions vers des suites de différentes couleurs. Fait que, si tu veux faire une expédition dans le rouge, ce qui arrive, c'est que tu veux accumuler des cartes que tu vas venir placer. Puis c'est des cartes de différentes valeurs. Puis il y a des cartes de 1 à 10 dans le deck. Puis tu veux les trouver. Fait qu'au départ, si t'as le 1, 2, 3, t'es comme, je vais pouvoir commencer mon expédition. Tu sais, je vais jouer le 1, après ça, je vais jouer le 3. Je vais jouer le 2 d'abord. Mais tu sais, il y a une espèce de rareté aussi des cartes où tu sais pas si certaines cartes que tu as besoin pour aller le plus loin possible dans ton expédition ne se retrouvent pas dans la main de ton adversaire. Ou si ton adversaire va pas aller les prendre puis les garder jusqu'à la toute fin de la partie. Tu peux aussi prendre une dette pour augmenter le gain potentiel de chaque expédition. Mais cette dette-là va aussi augmenter les pertes
de l'expédition si t'es pas capable de les mener à une certaine hauteur. Mais c'est vraiment une joute intéressante aussi à deux parce que, Ben oui. au-delà de l'intelligence artificielle, d'avoir le regard de l'autre, le bluff, l'espèce de... T'as cette carte-là, hein? Tu me vois que je me lance dans une expédition qui est perdue d'avance, hein, mon tabouret? Non. En numéro 7, Modern Art, un de ses chefs-d'œuvre, hein, un jeu qui a eu des rééditions et des rééditions. Ouais. Moi, personnellement, j'ai eu l'édition japonaise à la maison. Oui, c'est vrai! Oui, oui, Il oui. me semble qu'il était ici au studio un moment donné. Oui, effectivement, c'est un super beau jeu. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là, Pierre-Louis? Ben, c'est un jeu d'enchères. Fait que c'est le genre de jeu, c'est un des classiques des jeux d'enchères où est-ce qu'on va être des marchands d'art et on va miser sur certains artistes. Donc on a, je ne sais plus combien d'artistes, mais à chaque manche qu'on va faire, c'est selon les toiles dont on va faire l'acquisition, on va déterminer la valeur de ces artistes-là. Fait que plus un artiste est en demande, plus il va rapporter cher, il va rapporter beaucoup de points. Puis ce qui est vraiment la twist aussi de Modern Art, c'est qu'à chaque enchère, ça va être différent. Ouais, il y a comme 5 sortes différentes d'enchères. Il y a comme les enchères cachées. Ouais, des enchères où on va tout en même temps. Il y en a un, tu vends un lot, tu sais, comme de 2 pièces en même temps. Il y en a un que c'est tout un après l'autre. Là. Moi, je mets ça, toi, tu mets ça, tu mets ça. Tu sais, il y en a plein. Puis fait que si vous aimez les jeux d'enchères, puis vous voulez avoir une variété, puis vous voulez avoir la surprise, puis c'est super simple, c'est raffiné, c'est épuré. C'est vraiment le fun. Puis comme tu disais, Doyon, il y a full d'éditions qui sont magnifiques, qui sont vraiment... c'est des jeux agréables à posséder, à garder dans sa collection. Littéralement une œuvre d'art. Ra 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 ramala. ra 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 ra. J'aime bien Kinedia. Mais bref, tout ça pour dire que Ra, c'est le classique des jeux d'enchères de Kinedia qui se déroule en Égypte. Et c'était un jeu qui était super dur à trouver parce que justement sold out, fait qu'il était aussi rare que de la marque de Pharaon. Mais là! Il y a, je pense, bientôt, ou s'il vient de l'avoir, fait que vous êtes déjà trop tard, un Kickstarter pour une nouvelle version, une nouvelle mouture du jeu. C'est vraiment un hit, un push your luck enchère où tu vas collectionner des collections de cartes. Fait que tu peux collectionner des... Tu collectionner des collections? C'est parce qu'il y a différents lots, puis dépendamment des items que tu vas prendre à chaque tour, tu vas t'engager dans certaines collections qui vont te rapporter des points de façon différente. Puis c'est ça le génie de ce jeu-là, c'est de savoir quand donner du gaz, quand se retenir, quand laisser aller complètement. C'est vraiment, vraiment un super jeu. Vous pouvez même l'essayer en ligne. Il y a des sites internet qui permettent justement de faire des parties. Si vous voulez le posséder, puis vous avez manqué le Kickstarter, il y a peut-être des late pledge, fait que vous irez voir. On va peut-être le mettre dans la description. En numéro 4... 5. En numéro 5, Shoten Toten. Un jeu aussi le fun à prononcer qu'à jouer. Hein? Shoten Totem. Ouais, des fois, il y a des gens qui ont de la misère. Shoten Toten 2. C'est Scotch-Ten, Totem? Non, c'est Scott. Je sais pas. Shoten Totem. Regarde, c'est un jeu. Battle Line! Ah, y a-t-il une version avec un autre nom? Mais je pense qu'à la base, le jeu s'appelait Battle Line, Ah. puis c'était des guerres de soldats perses, puis ils ont changé ça parce qu'ils trouvaient ça trop dur à prononcer, Battle Line. C'est un jeu qui se joue en 1 contre 1. Hein. Au centre, il va y avoir des petites roches qui valent des points en fin de partie. Et c'est un jeu de majorité. Donc, à notre tour, on va venir ajouter aux cartes qui sont devant nous. Et c'est un genre de souk à la corde de points. Donc, si on a une majorité claire sur une des roches, on la gagne de notre côté. C'est la personne qui va avoir le plus de points à la fin qui gagne. C'est vraiment ingénieux à ce niveau-là, mais c'est vraiment chouette au niveau de quand s'arrêter, justement. On voit une genre de signature ici, une patte, un certain type de mécanique de est-ce que je continue à investir dans cette main-là ou c'est perdu d'avance puis la personne qui a mis une très grosse carte de l'autre côté, c'est sûr qu'elle va réussir, ou est-ce qu'on prie les dieux du destin qu'on ait les bonnes cartes dans les mains ou est-ce qu'on décide de les garder? Vraiment, vraiment cool comme jeu. Thématiquement un peu abstrait hein, quand même, Ouais. mais c'est un petit jeu que tu veux en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Mais ça se joue tellement rapidement, c'est tellement addictif que tu peux pas juste en jouer une. Il faut que tu en joues plusieurs, faut que tu t'amuses en gang. Puis cette battle line-là, l'aspect un peu double guessing, je trouve, moi, je suis sûr que tu l'as, cette carte-là, fait que j'irai pas, puis en même temps, t'aimais pas, ça me fait chier. Il y a quelque chose de vraiment le fun dans le jeu-là qui... Le 2, ça donnait-tu vraiment quelque chose d'en faire un 2? Il y avait des petits pouvoirs. C'est ça donnait pas grand-chose. Alors, en 4e place, mes chers amis, le jeu High Society, ou en français, Le Grand Jeu. Ah ouais, hein, c'est un autre jeu d'enchères.
qu'on a étonnamment... Vous faites combien des jeux d'enchères? Vous feriez que ça? Ben, Puis on les a toutes mis dans notre top. Parce que nous autres, les jeux d'enchères, kaching! On en mange. Ben, tu sais, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a une grosse twist à High Society. Là, c'est qu'on est des nobles ou des petits bourgeois, on veut impressionner, fait qu'on veut acheter les cartes les plus impressionnantes. Et il y a des prix, des genres de... Il y a des vacances, il y a une croisière en mer, puis c'est des valeurs de 1 à 10. Puis on a toutes la même valeur de cash en main. Fait qu'on a genre un petit 1000 francs, on a 10 000 francs, ce genre de choses. Puis à tour de rôle, on va miser sur les trucs. Puis on pourra obtenir les plus grosses vacances, les plus cool prix à la fin de la partie. Parce qu'à la fin de la partie, celui qui a le plus de points gagne. Fait que tu veux miser pour gagner les grosses cartes qui valent cher. Mais par contre, tu peux faire énormément de points, mais plus avoir de cash. Celui qui a le moins de cash à la fin de la partie, on compte pas ses points. Il est le parvenu, on le kick la partie. Puis ça, c'est fucking drôle. Il y a des affaires drôles aussi que, oui, tu veux miser sur des cartes qui sont bonnes, mais tu as aussi des cartes qui sont négatives. Tu as des cartes qui vont... des faux pas. Oui, exactement. Des cartes qui vont t'enlever de la valeur. Donc, la première personne à passer va se rapporter cette carte-là. Ouais. Les autres personnes vont perdre leur argent quand vrai. même. Donc, tu es tout le temps en train de compter. Est-ce que ça vaut la peine de faire perdre ce nombre d'argent-là aux personnes pour des points négatifs? Vraiment brillant, une toute petite boîte que tu peux amener absolument partout, dans ton yacht privé, dans ton jet. En troisième position, on a My City, un jeu de polyomino où est-ce qu'on va essayer de bâtir la plus belle ville en quelque sorte. Ouais, prospère. Exactement, un autre jeu compétitif où est-ce que on va avoir les mêmes pièces que nos adversaires et qu'on va essayer de placer tout ça. Aussi un peu un jeu de Legacy. Hein? À mon avis, un des meilleurs Legacy que j'ai joué des dernières Ah années. ouais. À quel point les mécaniques progressent de game en game. Moi, c'est ça que je dois dire qui m'a... Parce qu'au début, le jeu est quand même efficace. Ouais, moi j'ai joué 2-3 games. J'ai vraiment joué au C'est ça. début. Puis tu sais, tu flippes une carte, place ce bâtiment-là, quelques mécaniques qui font des points, tu veux cacher tes roches, tu veux montrer tes arbres sur ton terrain. Mais le Legacy fait que tu vas modifier ton terrain, mais aussi à chaque partie, il y a des nouvelles mécaniques. Puis toutes les mécaniques, c'est des mécaniques à la Knizia que t'es comme genre, oh, ça y est, on joue plus le même jeu. Oh, ça y est, oh my god, ok, oh mon dieu, là, c'est... Le casse-tête, il devient costaud! C'est très intéressant. Moi, j'ai joué avec ma fille. Mais c'est ça, j'allais dire. Ouais. Il est super accessible. Absolument, il est épuré, assez que le degré de difficulté monte assez lentement pour qu'avec un enfant, tu sais, moi j'ai joué avec ma fille, elle a 7 ans, puis on a suivi tous les niveaux de difficulté, puis c'était encore accessible au niveau 7 ans à la toute fin du jeu, tu sais. Fait que j'ai été vraiment étonné, si vous cherchez un Legacy à faire en famille, là, qui est accessible, qui est le fun, puis qui est vraiment surprenant, tu sais, vraiment surprenant. Là. Attendez-vous pas à justement ouvrir le dessous de la boîte. Non, c'est pas des surprises de même. C'est pas des surprises cosmétiques. C'est vraiment de la surprise dans le sens, c'est malin. C'est vraiment brillant. Puis chaque partie te fait redécouvrir le jeu. Fait que moi, pour ça, je dis chapeau. Chapeau, Air Doctor. En deuxième position, un jeu qui, moi, vient flatter ma fibre de course. En C'est dedans, vrai hein. que t'es un grand courseur. Je suis un énorme courseur. On Justement, l'appelle- on m'appelle pas Raph au mollet de fer pour rien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Le Hey! mollet de fer, quel est donc ce numéro 2? Eh bien, c'est Eldorado, un jeu de course où on va devoir... Et deck building, fait qu'on va devoir se faire un beau deck pour pouvoir aller le plus loin dans notre expédition à travers l'Eldorado. Ah ouais, moi j'ai été étonné. Quand j'ai vu que Knizia faisait un deck builder, j'étais comme genre, mais c'est épuré, c'est simple, c'est efficace, c'est accessible pour la famille. Toutes les affaires qu'on aime de Knizia, puis des vraies décisions costaudes, là, Ben oui, puis il y a beaucoup de types de pouvoirs dans ce jeu-là, de combos qu'on peut faire avec ces... Non, tu peux vraiment bâtir une machine solide, mais comme tous les bons jeux de course, il faut que tu fasses attention pour balancer ton investissement d'avancement versus ta machine, tu sais, parce que tu peux essayer de faire la machine la plus puissante, mais en prenant du retard. Fait que ça, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, par contre, c'est que bien que ce soit un jeu compétitif, tu as l'impression d'avoir bâti quelque chose. Ouais. Tu as l'impression d'avoir exploré, puis de partie en partie, tu peux essayer des nouvelles cartes, tu peux essayer des nouveaux combos, puis ça, c'est vraiment unique à ce jeu-là, tu sais. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est qu'il reste assez abstrait dans son deck building. Fait qu'il suit pas nécessairement toutes les grosses tendances modernes du deck building, où tu as des cartes qui ont des effets vraiment très, très funky, puis des mots-clés
compliqué, que tu dois aller fouiller dans des livrets. C'est vraiment pas ça. Là. C'est simple, ça te pose toujours la question de ce tour-ci, veux-tu prendre une chance puis essayer de continuer ton exploration avec le deck que tu as, ou veux-tu prendre un petit croche pour essayer peut-être d'aller pogner les meilleures cartes, aller au village, réapprovisionner? Ça te donne vraiment l'impression d'être au cœur d'une course comme ça, là, où tu te dis comme on est-tu capable de se rendre à notre point aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut s'arrêter pour faire des provisions? C'est vraiment clever. Puis si vous l'avez joué à la corde, celui-là, puis vous avez envie un peu d'une rejouabilité ou quelque chose comme ça, l'extension d'Eldorado, je l'ai trouvé vraiment cool. On est maintenant rendu au top 1 des jeux de Rainer Knizia selon nous. Hein? C'est vraiment un top personnel à Etugame. Et ici, il s'agit de Tigris et Euphrate. Tigris et Euphrates, qui étaient les deux frères Du groupe? Les deux. Je sais pas c'était qui Tigris et Euphrates. Ah, je le sais, en fait, c'est qui? C'était deux fleuves. Ah. Oui, mais c'est... Ouais. Ben, en fait, c'est un jeu de pose de tuiles, un jeu de pose de domino. Et c'est un jeu qui est plutôt dur à trouver en ce moment, mais c'est un des excellents jeux de Rainer parce que tu vas vraiment représenter un peu le développement d'une civilisation antique. T'sais. Fait que tu as ces dominos-là que tu vas placer, puis lentement, tu vas étendre ton empire, puis tu vas voir l'empire grossir autour de certaines ressources stratégiques, des temples, des palais, etc. Puis quand il y a deux cultures qui s'affrontent, quand il y a deux couleurs de dominos qui tombent ensemble, ça peut faire une guerre. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il va falloir que tu sacrifies des dominos pour pouvoir sortir vainqueur de cette guerre-là. Fait que c'est très, très, très abstrait, c'est très tactique, mais c'est aussi quelque chose qui t'as vraiment l'impression de voir serpenter ces cultures-là pour pouvoir aller chercher les trésors, les routes commerciales, comment est-ce que les empires vont s'affronter. C'est super malin, c'est super simple aussi. T'as vraiment pas besoin de savoir grand-chose pour jouer des centaines de fois à ce jeu-là. Puis la twist, qui est comme la twist signature de Knizia, c'est qu'à la fin de la partie, il y a 4 types de points. Puis ton score final, c'est ton score le plus faible des 4. Fait que tu peux pas te concentrer dans une affaire en disant je vais être le top du top de ci parce que c'est ton moins fort qu'on va comparer aux autres. T'essaies de balancer, c'est quasiment une course contre toi-même en fait là, à ce niveau-là. Ça c'est la grosse twist qui est venue comme genre Mind blown. Mind blown le monde. Puis ça a ouvert aussi tout un lot de possibilités. Puis je pense que c'est encore sous-exploité souvent, encore trop souvent dans presque tous les jeux. On fait l'erreur de celui qui gagne, celui qui fait le plus de points. Puis tu as une seule chose à te concentrer dans le jeu, puis c'est de faire des points. C'est correct, mais je trouve que des fois, c'est un peu paresseux. Ça, je trouve ça cool, l'aspect de genre, il y a beaucoup de choses, plusieurs éléments qu'il va falloir que tu gardes en tête parce que ces 4 ressources-là, tu peux pas en laisser une complètement aller parce que tu vas perdre. C'est sûr que quand tu regardes ce palier, cet éventail de jeux-là, il y a beaucoup de choses à apprendre de cet auteur-là, je pense. Si vous êtes un nouvel auteur de jeu ou si vous êtes un nouveau joueur, lancez-vous dans l'univers Knizia. Il y a vraiment dans chacun de ces jeux-là une petite perle de mécanique, une petite perle d'utilisation thématique, beaucoup de salade de points, beaucoup de manières de voir les jeux de manière différente. Puis on aime ça. Oui, puis on aimerait ça vous entendre parce que ça reste que c'est un nouveau genre de top qu'on fait. On aimerait ça savoir, aimez-vous ce genre de top-là? Est-ce que vous avez des auteurs que vous aimeriez qu'on épluche le catalogue ludique afin de vous trouver les pépites, un peu comme celui-ci? Dites-nous ça en commentaire. Puis si vous voulez être sûr d'avoir des informations quand ça va sortir, abonne-toi! Oui, ça c'est un appel aux gens qui nous écoutent, là, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui va écrire plein de niaiseries. Là. Oui, mais il va peut-être avoir une ou deux personnes qui vont écrire de quoi d'intelligent, et ce sera vous. Vous saurez que quand on va faire le top, c'est à vous qu'on a pensé en fait. C'est sûr que la seconde où est-ce qu'on sort cette vidéo-là, je vais écrire des niaiseries en dessous. C'est sûr. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!